Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie. Parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Un autre chemin est possible. Donc aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Camille Test, l'autrice du livre Politiser le bien-être. Donc j'ai découvert Camille Test via des partages d'amis, notamment au sujet de son livre, au moment de sa sortie et aussi lors d'interviews avec Elsa Couteillé. Et son livre a vraiment été une grosse claque. Oui, le bien-être est politique et je pense que c'est vraiment un sujet qui est important pour tous les professionnels du monde du bien-être et qu'on ait vraiment conscience de ce sujet. D'ailleurs, à la suite de ce livre, ça m'a permis d'écrire un épisode, qui est l'épisode 22, sur justement pour un bien-être plus politique, où je partageais un peu mes prises de conscience suite à tout ce que j'avais pu lire et entendre à ce sujet. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'entendre Camille à la fois parler de son parcours, parler aussi de sa casquette en tant que professionnelle du bien-être et en même temps par son regard de journaliste et tout ce qu'elle a pu observer. Donc voilà, je suis ravie de recevoir Camille aujourd'hui. Bonjour Camille, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et toi? Bah ouais, écoute, ça va. Peux-tu commencer par te présenter et me dire un peu qui tu es? Oui, bien sûr, je m'appelle Camille Test, je suis l'autrice de plusieurs livres et notamment un livre qui s'appelle Politiser le bien-être, dont on parlera, je pense, tout à l'heure. Je suis aussi prof de yoga et animatrice d'un podcast qui s'appelle Encore Heureux, qui a vocation à politiser les questions de santé mentale et que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes. Comment tu fais justement le lien entre le fil rouge de toutes tes activités, en fait? Comment tu lis tout ça? Bah, je pense que quand on me demande, avant j'étais journaliste et maintenant, l'une de mes activités principales c'est être prof de yoga et on me demande ça n'a aucun rapport, changement de cap total et moi je suis pas du tout d'accord. Je pense que il y a un point commun entre ces deux professions qui est vraiment celle de participer à raconter et créer un monde meilleur. C'est un peu cliché de dire ça, mais pour moi ça participe de la même mission. Et pour moi, le fil rouge de toutes ces activités, c'est ça, je suis très intéressée par comment est-ce que, en fait, je suis très intéressée par le bien-être, mais au sens très très concret. Hein. La notion de bien-être, c'est une notion qui est très politique à la base, c'est une notion qui remonte, qui est popularisée au 19e siècle. Et en France, par exemple, des groupes qui se sont emparés de la question du bien-être, c'est les syndicats, par exemple, la CGT. Le premier slogan de la CGT, c'est bien-être, liberté, solidarité. Et moi, je m'intéresse vraiment à qu'est-ce qui fait que comment est-ce qu'on constitue une société qui favorise le bien-être des individus. Et donc, le journalisme m'aide à ça, un podcast sur la santé mentale, qui politise les questions de santé mentale m'aide à ça, le livre que j'ai fait m'aide à ça, le yoga m'aide à ça, voilà. Justement, j'allais te poser la question sur c'est quoi le sujet de société contre lequel tu te bats? Donc toi, c'est d'amener plus de bien-être dans notre société, ce serait ça? Je dis pas un sujet. Moi, je suis intéressée par la constitution d'un monde qui favorise davantage notre épanouissement. Et donc, du coup, forcément, je me bats contre les politiques écocides, je me bats contre la misogynie, le système patriarcal, le système raciste. Toute forme de domination et d'oppression sont mes ennemis, en quelque sorte.
Et donc, bien sûr que à la toute fin, la question c'est le bien-être des individus et le bien-être du vivant de manière générale. Hein, je parle pas que des humains. La question des animaux est très importante pour moi, voilà. Mais je pense que c'est je crois pas qu'on puisse vraiment dissocier les combats. Enfin, en fait, dès lors qu'on enfin, d'ailleurs, la plupart des gens qui rentrent, par exemple, dans des questions un peu politiques ou qui commencent à s'engager pour une cause, finissent par embrasser quasiment toutes les autres parce qu'en réalité, tout est lié et tout participe d'un système global qui est un système capitaliste, colonial, impérialiste, etc., qui en gros nous impose une façon non seulement de penser le monde, mais aussi de vivre dans ce monde. Vous pouvez décider d'être anticapitaliste, vous allez quand même subir le capitalisme, hein, c'est très dur d'y échapper. Et donc, moi, j'essaie de participer à trouver plein de façons d'entailler ce monde-là et de créer autre chose à la place. Alors, on va revenir justement à tes débuts. Comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui et aussi à prendre la parole justement sur cette dimension politique du bien-être? Alors, je vais peut-être pas remonter à mon enfance, mais globalement, j'ai fait des études de sciences politiques et de philosophie. Je suis devenue journaliste. Quand je suis devenue journaliste, je me suis intéressée aux questions de justice sociale et environnementale. C'était, on va dire, ma spécialité, en tout cas le domaine qui m'intéressait le plus, sur lequel je travaillais le plus sous différentes formes, presse, radio, parfois un peu télé et tout. Et puis, j'en ai eu marre parce que le monde des médias, c'est un monde qui est assez dur. Et en y revenant un peu là ces derniers temps, je le confirme. Et donc, je me suis dit, j'ai fait un peu un parcours un peu cliché, mais je faisais du yoga depuis quelques années. J'aimais vraiment beaucoup ça. J'aimais notamment la dimension corporelle du yoga. Je pense que quand on est dans des milieux comme le journalisme, c'est des milieux qui sont très centrés sur le cerveau et pas tant sur le corps et pas tant sur habiter, exister, ressentir des choses dans son corps. Et j'ai trouvé ça dans le yoga entre autres choses. Et donc, je me suis dit, je vais me former. Je suis partie en Inde, j'ai fait une formation de prof de yoga et je suis revenue. Et en fait, en essayant d'être prof de yoga, d'abord un peu à la marge de mes activités de journaliste, j'ai vraiment découvert un monde du yoga, mais du bien-être plus généralement, extrêmement dépolitisé. C'est-à-dire pas du tout intéressé par les inégalités, par la planète qui brûle. Alors, non pas que les gens qui font du yoga ne sont pas intéressés, mais plutôt dans notre façon d'enseigner ces pratiques. Que ce soit le yoga ou d'une manière générale les pratiques de bien-être, on vient s'adresser à l'individu, on vient lui dire ok, vous allez mal, on va vous trouver des solutions, et c'est toujours des solutions qui sont totalement décorrélées de la manière dont la société est organisée. Donc par exemple, le yoga, on va offrir des pratiques de douceur, des pratiques pour se reposer, pour s'assouplir, pour se muscler, des pratiques en gros pour généraliser qui vont contrer le stress des individus, mais on va jamais se demander mais pourquoi vous êtes stressé en fait. Et en réalité, les gens ils sont pas stressés dans un monde neutre, ils sont stressés dans un monde où on travaille énormément, où on a une pression à la productivité, on a une pression à réussir nos vies, où il faut tous et toutes qu'on se démarque. Si on est des femmes, on est souvent pris, a fortiori si on est hétérosexuel, on est pris souvent dans des couples où c'est nous qui portons beaucoup la charge mentale. Je sais pas si on n'est pas si on est des personnes racisées, c'est-à-dire non blanches, tous les jours on doit faire face au racisme, au sens où vous vivez, je sais pas, des micro-agressions, mais vous êtes aussi dans un système où vous attendez à tout moment que le coup près tombe, vous ouvrez les informations, vous regardez la télé, vous prenez des salves de trucs racistes continuellement. Donc bref, il y a plein de choses qui font qu'à la fin le pratiquant, la pratiquante de yoga, elle est fatiguée quoi, et elle est stressée. Et donc si nous, notre rôle de prof de yoga, c'est juste d'offrir de la douceur, mais on n'est pas du tout, et qu'on explique le monde par allez-y, faites des chiens tête en bas, faites des chaturanga, c'est des postures de yoga et tout ira mieux, je pense qu'on passe à côté du problème. Et donc, moi, constatant ça, je me suis dit qu'il y avait un gros problème dans le monde du bien-être, que en fait, tant qu'on n'adressait pas la façon dont est structuré le monde, tant qu'on politisait pas nos vécus à nous et tant qu'on ne faisait pas rentrer en fait ces questions-là dans le monde du bien-être, en fait on passait à côté du bien-être. Ça ne veut pas dire qu'il faut transformer le moindre massage et la moindre consultation en nutrithérapie en un meeting politique. C'est absolument pas ce que je dis. Moi, quand je donne des cours de yoga, d'ailleurs, en tant que tel, dans mes pratiques, je donne des cours de yoga. Je suis pas en train de parler je sais pas, du nouveau Front populaire. Pour autant, à un moment ou à un autre, il faut avoir une formation où on se politise un petit peu, un propos où on se politise un petit peu, je pense, de mon point de vue, si on veut être cohérent
dans notre pratique. Donc c'est tout l'objet du livre que j'ai écrit et c'est d'une manière générale tout l'objet de mes combats. Le podcast par exemple que je fais sur la santé mentale, c'est le même principe. C'est on regarde par exemple un sujet, la nutrition, la nourriture, et on se demande quels sont les gens font très attention à ce qu'ils mangent. La nourriture, c'est quelque chose qui nous est poussé continuellement comme il faut contrôler ce qu'on mange, c'est hyper important, la santé, etc. Oui, d'accord. Pourquoi on mange mal? Comment ça se fait qu'en fait, même si on veut bien manger, bah, c'est très compliqué. Il y a plein de gens qui n'ont pas accès à de la bonne nourriture. Et en plus, est-ce que si on mange mal, est-ce que vraiment le monde va nous tomber sur la tête? Enfin voilà, c'est des questions en fait qui ont vocation à replacer les choses dans un contexte de société. Et je pense que ça, c'est non seulement intéressant, mais en plus, ça nous libère toutes et tous. Oui, et puis ça manquait complètement, comme tu dis, d'avoir cette vision et de porter tous ces messages, quoi. Il y a vraiment besoin de les entendre. Ouais, en fait, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça manquait et je pense pas que ça manquait parce que y a que moi qui ai pensé. Hein. Je pense que ça manquait parce que on est dans une société où et notamment dans le monde du bien-être où il y a des normes et la norme c'était en gros le racisme s'arrête à la porte du studio de Pilates. Il faut pas parler politique. Il y a une sorte de tabou énorme autour de ces questions dans le monde du bien-être. Aussi parce que je pense qu'il y a plein de professionnels du bien-être qui ne se sentent pas légitimes à adresser ces questions, à poser ces questions. Et pour moi, ça participe d'un phénomène plus large qui est qu'en fait, nous, citoyens, citoyennes, si on n'a pas une formation politique, si on n'est pas dans des milieux comme ça, on n'ose pas parler de ces choses, on croit que ça ne nous concerne pas ou en fait, on se sent pas légitime. Et ça, c'est aussi parce qu'on est dans une société en gros, qui nous fait croire qu'on est des abrutis et qu'on peut pas parler de ça. Donc, moi, je pense il y avait un sujet à s'autoriser à le faire. Je pense que j'ai pu le faire parce que ayant été journaliste et tout, c'est des trucs que je savais déjà faire. Donc, en un sens, ce sentiment de légitimité, il était peut-être plus accessible à moi. Mais il y a d'autres gens qui le faisaient dans des contextes, on va dire, plus individuels, plus dans leur cercle à eux. Aujourd'hui, je crois que t'es concerné comme moi. On s'autorise davantage à le faire. De plus en plus des personnes le font. Et d'ailleurs, en un sens, les gens qui ne politisent pas leur pratique et qui refusent de le faire, finalement, pour moi, sont de moins en moins nombreux parce que je pense qu'on est tous et toutes globalement des gens assez cohérents et quand on voit qu'en fait il y a une logique à faire des choses, je sais pas, à un moment on s'est rendu compte qu'on était en train de bousiller la planète, à part quelques négations, à part quelques personnes qui nient je sais pas le réchauffement climatique, tout le monde est globalement d'accord pour dire qu'on va essayer de faire en sorte de protéger l'environnement. Bon, bah là c'est pareil, à un moment on se rend compte que si on veut parler de bien-être, il faut politiser ces questions, bah globalement les gens s'y mettent et c'est tant mieux. Oui, complètement. Il y a quelque chose d'assez évident, en fait. Peut-être que ça ouvre les yeux, on se dit, ah mais oui, en fait. Et ça permet d'évoluer de façon assez naturelle. Ouais, moi je trouve, ouais. Justement, le milieu du bien-être, c'est un milieu dans lequel beaucoup de personnes ont des difficultés à vivre confortablement de leur activité, alors que pourtant, on sait qu'elles sont d'utilité publique. Comment t'expliques ça et comment toi, tu l'as vécu personnellement? Bah, je pense que déjà, souvent le bien-être, ça vient après une reconversion. Et si on se reconvertit dans le bien-être, à mon sens, c'est pour deux choses. C'est d'une part parce que, en vrai, c'est souvent après un burn-out ou parce qu'on fait un métier qui a pas trop de sens, on se dit, oh, je vais faire un truc qui a plus de sens et apporter de la douceur aux gens, bah, c'est du care et ça a du sens, et, je pense. Et puis aussi parce que souvent, ce sont des formations qui sont assez faciles d'accès, au sens où, une formation de prof de yoga, c'est pas 5 ans d'études, et donc du coup, c'est des choses qu'on peut faire plus ou moins en parallèle du travail qu'on essaye de quitter, et puis après, voilà, on essaye de se mettre de faire les choses. Et puis par ailleurs, je pense qu'il y a aussi une esthétique du bien-être, où moi, si j'ai voulu devenir prof de yoga, c'est aussi parce que j'ai été martelée d'images de yogis sur Instagram pendant des années. Je me suis dit, ah, mais moi aussi, je veux faire ça, et aller enseigner le yoga à Bali et être libre. Bon, je n'ai jamais été à Bali. Et je n'ai jamais. Et effectivement, en fait, après, quand on arrive vraiment dans ce milieu et qu'on essaye d'en vivre, ben, on se rend compte que c'est pas simple, que la concurrence est rude, que souvent ce sont des statuts assez précaires. En général, dans le bien-être, on est auto-entrepreneur, donc c'est aussi des statuts où on n'est pas très bien protégé, on cotise pas au chômage, c'est compliqué de cotiser à la retraite, c'est compliqué d'avoir une mutuelle parce que voilà, on gagne pas forcément assez d'argent au départ. Donc voilà, c'est des statuts précaires. Et ça, je pense que après, il y a des profils qui parviennent à se démarquer. Et il y a des profils qui parviennent à se démarquer parce qu'ils sont compétents, parce que ils font des choses intéressantes, parce que c'est chouette.
il y a aussi des profils, enfin moi je pense que cette précarisation et le fait qu'on soit si nombreux, il y a des profils qui aussi feraient tout et n'importe quoi, vendraient père et mère, ou mère et mère, ou père et père pour se démarquer. Et ça, c'est, enfin pour moi, c'est les coachs Instagram qu'on voit émerger depuis la période du Covid, qui racontent absolument n'importe quoi et qui, je pense, peuvent avoir des conséquences désastreuses sur la santé mentale des gens ou sur leur santé. Hein. Et sur leur porte-monnaie, par ailleurs, hein, ça va être les gens qui vous vendent des solutions hyper chères, alors qu'ils sont coachs depuis 2 jours et qui vous coachent, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà. Enfin, je pense qu'il y a vraiment ce milieu a des travers qui sont gravissimes du point de vue de la déontologie. On parle aussi de métiers qui ne sont pas forcément encadrés. Et moi, je suis pas sûre que enfin, par exemple, si on pense à un métier très encadré, un métier du soin très encadré, qui peut être la médecine. Bon, bah voilà, encadré par l'ordre des médecins. Franchement, je pense qu'il y a tout un tas de travers à cet encadrement, et je pense que les médecins, comme les autres, font tout un tas de conneries et le font. Et bah, on parlait de système de domination. Bah, le sexisme, le racisme dans la médecine, c'est des choses qui sont réelles et qui sont gravissimes. Pour autant, donc je suis pas pour enfin, je pense pas qu'un encadrement ça règle tous les problèmes. Pour autant. Tous ces métiers comme les nôtres, qui sont pas du tout encadrés, et sur lesquels on a aussi très peu de recul, ne viennent pas sans problème non plus. On sait que les métiers du bien-être aujourd'hui, c'est 50% des dérives sectaires, par exemple. Donc je pense que c'est hyper important d'avoir une vigilance sur ces métiers et que collectivement, on évolue aussi pour aller vers davantage de déontologie. Il faut rappeler aussi que c'est des métiers qui, pour beaucoup, sont assez récents. Hein. Le boom du bien-être, en gros, ça a quelques dizaines, vingtaines d'années, ça dépend comment on le calcule, mais c'est très récent. Donc, on est aussi, on est, je pense, au début de quelque chose, et c'est aussi à nous, professionnels, je pense, de nous interroger sur qu'est-ce qu'on veut faire de nos pratiques. Et parmi ça, il y a vraiment la question de comment est-ce qu'on fait des pratiques qui émancipent les gens et qui vont pas, je sais pas, juste leur voler leur argent ou leur créer davantage de problèmes qu'on leur en règle, parce qu'en réalité, il y a énormément de ces pratiques dans la façon dont elles sont faites qui créent plus de problèmes qu'elles en règlent. Je pense par exemple à toutes ces pratiques de nutrition qui sont pas mal par essence, mais qui, en fonction de comment elles sont faites, vont créer des troubles alimentaires ou encourager des troubles alimentaires dans une société où, en fait, on a beaucoup de troubles alimentaires aussi, parce qu'on a une société très grossophobe, où on norme beaucoup nos corps, où on dit aux femmes, et de plus en plus aux hommes par ailleurs, qu'en gros, si les personnes ne sont pas minces, musclées, qu'on voit pas leurs abdos, elles ne méritent pas d'être sur cette terre. Et donc voilà, en fait, nos métiers, ils peuvent aussi pousser à ça. Et je parle de la nutrition, mais c'est pareil dans le yoga, c'est pareil dans toutes ces pratiques corporelles. Donc voilà, je pense nous interroger vraiment sur l'éthique de nos métiers, c'est très important qu'on le fasse. On ne le fait pas encore assez et j'espère qu'on le fera davantage dans les prochaines années. Effectivement, un meilleur encadrement, pas nécessairement, comme tu disais, parce que ça ne protège pas de tout, mais il y a quand même des choses à encadrer parce qu'il y a beaucoup de dérives, comme tu dis, plus d'éthique, plus de déontologie. Et du coup, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a trop de personnes dans le milieu du bien-être ? Alors là, je serais incapable de dire si je pense qu'il y a trop de personnes. Je pense qu'il y a, moi je le vois, comme c'est le yoga que je connais le plus, il y a des usines à former des profs de yoga. Parce que c'est aussi l'un des seuls modèles d'affaires qui marche, hein, de créer des écoles de yoga pour former des profs de yoga. Donc parfois il y a un côté un peu pyramide de Ponzi. Il y a des écoles de yoga qui forment des profs de yoga, qui finissent par créer des écoles de yoga parce qu'en fait c'est le seul truc rentable, qui elles-mêmes forment des profs de yoga, qui créeront des écoles de... Enfin voilà. Donc il y a ce truc aussi. Je pense que moi, par exemple, je connais de plus en plus de profs de yoga qui en fait se forment et puis retournent dans leur métier habituel et utilisent les outils du bien-être et notamment cette connaissance du système nerveux, de comment fonctionne le stress et tout, que nous donne beaucoup le yoga en général, pour, on va dire, prêcher la bonne parole dans le cadre de leur monde à eux. Et encore plus intéressant, je trouve, que le monde de l'entreprise. Moi, j'ai beaucoup d'amis activistes, militants, qui utilisent ces outils pour apporter de la douceur dans des engagements, dans des espaces plus engagés, de gens qui changent le monde pour le coup, et qui souvent sont en burn-out et ont du mal à se reposer. Et donc là, ces outils, je pense qu'ils peuvent être encore plus intéressants. Donc c'est pas tant est-ce qu'il y a trop de monde dans le monde du bien-être, puis en fait c'est plus enfin les gens font ce qu'ils veulent en fait. Et c'est plus qu'est-ce qu'on en fait en fait. S'il s'agit juste d'être des artisans du bien-être pour nourrir un système capitaliste, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens. Typiquement, si votre travail c'est d'aller
c'est d'être prof de yoga pour des grandes entreprises. Et je le dis sans jugement parce que parfois, les grandes entreprises, c'est l'un des seules choses qui payent un peu quand on est prof de yoga ou quand on est dans le bien-être. Donc, je peux aussi comprendre quand on a besoin de nourrir ses enfants et payer son loyer, qu'on prenne ce qu'il y a à apprendre. Pour autant, si on dézoome un petit peu, si on utilise le yoga juste pour aller détendre des employés dans des entreprises, dans un système où les entreprises utilisent le bien-être pour dire à leurs employés, regardez comme on fait attention à vous, alors qu'en fait, par ailleurs, ils ont un management toxique, les gens travaillent trop et en fait, la vie de l'entreprise ne fonctionne pas correctement et pas dans le respect des individualités, bah là, bon, bah, faut accepter qu'on contribue à un système qui est sans doute assez délétère. Voilà. Oui, et en même temps, tu vois, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu, puisque j'avais des cours de yoga dans mon entreprise, et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait découvrir le yoga. C'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi, c'était un peu mettre un pansement, comment dire, sur une jambe de bois, puisque le problème était pas là. Néanmoins, bah, ça m'a aussi permis de changer, moi, individuellement, tu vois, d'ouvrir les yeux sur autre chose et en fait, de, de changer personnellement grâce, peut-être que quelque chose que j'aurais pas fait en dehors, de l'entreprise, j'en sais rien, tu vois. Oui, de toute façon, moi je pense que ces pratiques de douceur et de bien-être, enfin voilà, y goûter, c'est rarement une mauvaise chose, sauf si vous tombez dans le giron d'un gourou, voilà. Enfin, mais globalement, c'est pas, enfin, franchement, faire des massages en entreprise ou du yoga en entreprise, c'est pas que c'est à titre individuel, c'est pas, ça va, c'est pas grave. C'est simplement, je trouve ça toujours intéressant de le replacer dans un contexte global et de se demander, bon. Je sais pas, c'est comme en ce moment on essaye de dépolluer la Seine, de nettoyer la Seine pour pouvoir s'y baigner. Bon, bah c'est super qu'on fasse ça. Après, si de manière générale on ne polluait pas l'environnement, on n'aurait pas besoin. Enfin voilà, c'est toujours ce truc de se dire c'est bien les solutions individuelles ou les solutions centrées sur un petit groupe, mais qu'est-ce que ça dit de notre société? Et on peut tout à fait habiter ces contradictions. Moi, je pense que encore une fois, c'est ce que je disais un petit peu avant dans notre entretien. On est dans le capitalisme, c'est dur d'y échapper. Vous avez besoin de nourrir vos enfants, vous avez besoin de payer votre loyer. Donc c'est plus. Et par ailleurs, parfois cette espèce de pureté, on se dit ok, moi je veux pas travailler pour ci, je veux pas travailler pour ça. Enfin, en fait, si vous cherchez l'endroit parfait pour travailler, bonne chance à vous aussi. Donc c'est plus prendre conscience de ces contradictions, prendre conscience du fait qu'on est pris dans un système. Et déjà juste ça, moi, si tout le monde prend conscience et honnêtement, on a cette conversation, mais il y a beaucoup de gens qui sont très très loin de ces prises de conscience, qui vont y venir, je pense. C'est le sens de l'histoire, en un sens, mais c'est déjà très bien. Je pense que si on prend tous et toutes conscience, c'est déjà chouette. Et c'est d'ailleurs l'objet, moi, de mon livre, hein, c'est de montrer en gros tous les travers du bien-être, mais aussi de proposer des solutions pour en sortir. Et c'est pas de dire aux gens, ouh, vous êtes des méchantes personnes, vous avez fait une reconversion dans le bien-être et oh là là, vous avez travaillé une fois pour une entreprise, c'est terrible. C'est vraiment pas ça. Enfin, moi, les comportements individuels, on est tous dans le même bateau, hein. C'est plus de dire, ok, collectivement, prenons conscience et décidons ensemble ce qu'on fait des choses. Ouais, bien sûr. Justement, pour revenir sur le sujet de la rémunération, toi, tu as pu vivre de ton métier de prof de yoga ou tu as été contraint justement d'avoir plusieurs activités, de trouver un équilibre autrement. Ben, moi, oui, enfin au départ c'est comme toute activité, je la lance, c'était un peu précaire, et puis ça l'a été un peu moins, puis maintenant ça va, ça fait quand même quelques années, là ça roule bien. Après je fais plusieurs choses moi parce que j'ai un bouquin, j'ai un podcast, enfin mais il y a eu ce bref moment où je faisais que prof de yoga où j'arrivais à en vivre. Euh, mais c'est pas, franchement, c'est pas simple, hein. Moi, quand je connais des gens qui viennent me voir pour me dire est-ce que tu penses que je devrais devenir prof de yoga et en vivre, mais surtout ne fais pas ça. Enfin, c'est pas vraiment non. Enfin, après, fais ta formation si tu veux, et si enfin, c'est chouette, mais c'est pas. Autant je pense que vraiment, si le monde a besoin de gens qui ont des savoirs autour de la douceur et du bien-être, autant si on, enfin en fait, le monde a besoin de tous les métiers, hein. Je sais pas si. En vrai, ces métiers-là, c'est aussi des métiers de l'entrepreneuriat. C'est des métiers qui sont difficiles, qui demandent, qui sont très solitaires, je pense au départ, qui demandent de respirer bien profondément, hein. Moi, s'il y a bien quelque chose ces dernières années que j'apprends à faire, c'est de rester calme face au fait qu'en fait, quand on est indépendant, c'est souvent le cas, hein, bah, en fait, soit on est indépendant et là, on est constamment face au fait que ça peut s'arrêter demain,
Après, moi, j'ai un peu des angoisses aussi sur ça, où je passe, mes potes passent leur temps à me rassurer en me disant ça va aller, Camille, où je me dis mais non, mais si, plus personne ne vient, ou je sais pas. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le fait que bah, si on décide plutôt d'avoir une sorte de système basé sur le fait d'être, je sais pas, de travailler pour des studios de yoga, par exemple, ou pour des employeurs, bah, en fait, c'est pas très bien payé, quoi. Donc, c'est vrai que si vous habitez à Paris et que vous êtes payé 30 € le cours dans un studio de yoga, bah, vous allez devoir donner énormément de cours. Et alors, pour le coup, moi, je connais des gens qui donnent 25, 28 cours par semaine. Mais enfin, pour le corps, c'est une catastrophe. Pour la santé, c'est une catastrophe, quoi. Donc, je pense que, il y a en fait, des reconvertis dans le bien-être, il y en a beaucoup. Des repentis du bien-être, il y en a beaucoup aussi, de ce fait. Il y a beaucoup de gens qui en repartent parce que c'est pas viable. Euh, je pense que si c'était à refaire, si par exemple ça n'avait pas marché, je crois que maintenant, moi, il y a d'autres métiers, il y a plein d'autres choses en fait à faire, je pense, pour apporter du bien-être aux gens. Et c'était aussi l'objet de ce livre, c'est de se dire le bien-être c'est bien, les pratiques de bien-être c'est bien. Mais en fait, la société, elle a besoin de plein d'autres gens. Elle a besoin de gens qui bossent dans les bibliothèques. Elle a besoin de gens qui poussent des projets euh, intéressants pour l'écologie. Elle a besoin de gens mais elle a besoin aussi de métiers de base. Hein. Quand je dis métiers de base, elle a besoin de métiers qui sont pas valorisés dans la société et qui sont les métiers essentiels qui font tenir la société, en fait. Donc, il peut y avoir aussi ce truc de se dire... Enfin, moi, je trouve ça intéressant aussi le fait de pouvoir faire plusieurs choses. Si vous voulez être prof de yoga, c'est cool, mais si vous voulez faire un métier essentiel à côté, faites un métier essentiel et puis faites deux choses. Et puis peut-être que si vous êtes salarié à mi-temps dans un métier essentiel, bah, vous n'aurez pas l'angoisse du demain et que en fait, du coup, vous profiterez davantage d'être prof de yoga à côté. Enfin, je crois que il y a plein de systèmes, il y a plein de façons de faire qui appartiennent à chacun pour que ça fonctionne. Je crois pas. En fait, je me demande s'il y avait une pression aussi à vivre d'une seule activité. À se dire, oh, je suis pas une assez bonne prof si j'arrive pas à être que prof de yoga. Mais honnêtement, être que prof de yoga, c'est chiant un peu hein, parfois. Enfin, moi, je suis très contente de faire autre chose à côté, quoi. Et donc, je pense qu'il faut, je sais pas, il faut peut-être se détendre un peu aussi. Peut-être que on est aussi dans un métier un peu enfin, dans un monde un peu de slasher où on est obligé de faire plusieurs activités. Alors, le travers, c'est que parfois, c'est parce qu'on n'a pas le choix et qu'en fait, on gagne pas assez bien sa vie, mais on peut aussi en un sens, se dire, je sais pas, le prendre comme une opportunité. Enfin, moi, j'aime bien l'idée de me dire, bah, si le yoga marche un peu moins, je peux faire un peu plus d'autres choses. Et si je fais un peu moins d'autres choses, je peux faire un peu plus de yoga. C'est intéressant aussi, quoi. Mais oui, complètement. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je te posais la question de est-ce qu'il n'y a pas trop de gens dans le bien-être? C'est dans le sens qu'il y a un boom de la reconversion dans le bien-être, en particulier depuis le Covid, parce que ça a aussi été un élément déclencheur. Et du coup, effectivement, de plein de personnes qui se lancent et qui, quelque part, comme beaucoup viennent du milieu du salariat, quelque part, on essaye de reproduire, et je dis on parce que, enfin, moi, je l'ai aussi vécu, tu vois, je suis en train de déconstruire ça, justement. Bah, tu te libères pas de 10 ans de salariat du jour au lendemain, parce que ça a changé, enfin, ça a mis en place des modes de fonctionnement aussi, et effectivement, comme si on essaye de faire une sorte de transposition, tu vois, et comme tu dis, en fait, il faut complètement réinventer sa manière de travailler et voir les choses autrement, quoi. Oui, effectivement, et je pense que comme on est aussi, encore une fois, c'est assez récent, hein, ce processus, il y a aussi, tu vois, je trouve qu'il y a aussi des entreprises qui suivent ça. Enfin, par exemple, il y a 2 ans, je me suis dit, ok, je vais essayer de trouver un truc de portage salarial pour me salarier, pour être mieux protégée. Impossible de trouver quelque chose. Et là, il y a des solutions qui ont commencé à émerger. Donc voilà, c'est aussi récent et voilà. Mais par contre, je pense sincèrement qu'on ne devrait pas perdre de vue le fait que on est quand même dans un système néolibéral de plus en plus féroce avec des gens à la tête de l'État qui ne sont pas du tout intéressés par le fait qu'on soit protégé, enfin nos droits, le droit du travail, c'est en train d'être piétiné comme pas possible. Évidemment, la question de la retraite, je veux dire, partir à la retraite à 67 ans, mais les gens sont, enfin, c'est dingue de se dire ça, quoi. Il y a des gens qui vont mourir avant la retraite. Donc, je pense que c'est important de s'intéresser, et je sais que c'est le sens de ton podcast aussi, à nos réalités individuelles et à notre milieu, mais je crois qu'on a une responsabilité collective à regarder d'une manière générale le monde du travail, le droit du travail, comment sont protégés les autres, à quel point le système néolibéral et les gens qui en sont les fers de lance, hein, et donc par exemple notre président, hein, qui est un ambassadeur parfait du néolibéralisme, piétine nos droits. Et donc, je crois que
Je pense que c'est important que les gens le fassent et je le répète. Parmi le temps que vous accordez à vous renseigner sur votre statut, sur votre travail, essayer de construire un modèle, accordez du temps à, je sais pas, regarder, je sais pas, moi j'ai un média que j'aime beaucoup qui s'appelle Blast, par exemple, et qui traite beaucoup de la question du droit du travail, de la manière dont a été piétiné le monde du travail, etc. C'est important de se renseigner, c'est important de replacer, de repolitiser ce que nous on vit dans un contexte national et puis mondial, évidemment. Ouais, t'as complètement raison. D'ailleurs, t'animes un podcast sur la santé mentale. Et bah, qu'en est-il de la santé mentale, j'allais dire, encore une fois, pour revenir dans le milieu du bien-être, mais de toutes ces personnes-là? Le bien-être ou le care de manière un peu plus générale, parce que peut-être que le bien-être, c'est encore plus une niche, on va dire, mais finalement, des gens qui travaillent sur le prendre soin, en fait, la santé mentale de ces gens-là. Bah, il y a plein de profils différents, mais effectivement, je suis contente que tu généralises le métier du care, et notamment, on peut penser aux soignants, aux médecins, infirmières, voilà, être soignant, être soignante, infirmier, voilà, le professionnel médical, bah, c'est une catastrophe, hein, le monde médical, enfin, les budgets qui sont alloués au monde médical sont de plus en plus mauvais, les gens du soin, d'une manière générale, sont extrêmement maltraités. Quand on voit que les budgets de la défense augmentent, mais que les budgets de la santé diminuent, mais c'est une catastrophe. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Moi, j'habite en zone rurale, et donc je suis encore plus aux premières loges de voir. Nous, dans mon village, ça fait des années qu'on cherche un médecin, qu'on ne trouve pas. Pour trouver un dentiste, c'est extrêmement compliqué. Pour avorter à la campagne, mais en fait, c'est une insulte, quoi. Enfin, vraiment, les accès aux soins, mais c'est une catastrophe. Les transports qui permettraient aux personnes âgées ou aux personnes précaires, les transports publics, d'aller consulter, mais c'est une catastrophe. Donc, en fait, rien ne va. Et évidemment, tout retombe sur les épaules des professionnels du soin. Et par ailleurs, cette réalité, donc disons du monde du soin, du monde de la santé, on va dire conventionnel, impacte évidemment les gens du bien-être de façon positive et négative. De façon négative parce que les professionnels du bien-être, on va dire bien intentionnés, se retrouvent avec dans leur cabinet, dans les accompagnements qu'ils doivent faire, des gens qui en fait devraient être suivis dans le monde de la santé conventionnelle et qui en fait ne trouvent pas de place, ne trouvent pas d'écoute, vont faire des consultations médicales en ligne où ils sont pas écoutés, pas entendus, ils finissent par arrêter de le faire. Et donc finalement, il y a des professionnels du bien-être qui se retrouvent presque avec à devoir gérer des cas qui sont des pathologies qui devraient être gérées par la santé conventionnelle. Bon, et malheureusement, le truc positif, mais en fait qui ne l'est pas, c'est que de nombreuses personnes en profitent. De nombreuses personnes profitent de ce désespoir et de cette difficulté à être pris en compte dans le monde de la santé conventionnelle pour faire payer les gens hyper cher pour des accompagnements qui normalement devraient être remboursés par la sécurité sociale, pour raconter n'importe quoi. Dans mon livre, je parle évidemment des gens qui travaillent au monde de la nutrition et qui vont vous proposer des cures de jus pour régler un cancer. Enfin, c'est une catastrophe. On en connaît des cas d'école comme ça, il y en a plein. Un peu sous couvert aussi parfois d'une rhétorique de se réapproprier sa santé. Évidemment que c'est important de se réapproprier sa santé. Si se réapproprier sa santé, ça veut dire ne pas laisser un médecin faire couler sur nous un savoir vertical où il nous dit quoi faire et on n'a pas le droit de questionner, et comme un peu une sorte de patriarche comme ça. Mais si se réapproprier sa santé, ça veut dire ne plus jamais considérer la médecine et se soigner à base seulement de plantes qu'on a ramassées dans son jardin, même pour les pathologies les plus graves. Bon, franchement, là, il n'y a rien d'émancipateur et c'est une catastrophe. Et on parle de santé mentale, des gens du bien-être et du soin. Ce qui est très impactant, c'est qu'en fait, tout ça se déroule devant nos yeux et qu'en fait, on n'a pas grand-chose, on n'arrive pas à faire grand-chose parce qu'encore une fois, c'est une question politique qui nous dépasse où ce qu'on doit faire pour ça, c'est se battre pour nos droits, se battre pour un des budgets liés à la santé bien plus important. Donc, c'est pour qui on vote. C'est quand on se fait insulter parce que je sais pas tel budget de la santé vient de passer à la trappe, que telle promesse n'est pas tenue, c'est aller dans la rue, c'est gueuler, c'est signer des pétitions et c'est en fait jouer notre rôle de citoyen. Et ça, c'est aussi quand on est des professionnels du soin et de la santé, en parler aux gens qui ne sont pas dans ces milieux. Moi, j'ai été profondément on va dire réveillée par mes amis médecins, mes amis infirmiers, mais enfin voilà, toutes ces personnes qui témoignent de la réalité de leur profession et qui appellent au secours et que je pense nous devons absolument écouter et nous devons
prendre acte aujourd'hui de ce qui se passe. Et c'est important de le faire parce que, alors moi, j'ai une trentaine d'années, donc je fréquente très peu les espaces de santé. C'est un privilège incroyable. Mais demain, je vais avoir besoin de ce système de santé. Donc en fait, si je me bouge pas pour qu'il existe encore, on va se retrouver dans la situation des États-Unis où la moitié des gens de ce pays ne sont pas soignés, quoi. Et qu'est-ce que tu penses s'il y avait une action politique justement pour que le care se porte mieux, à la fois les personnes qui travaillent dans le care et à la fois les infrastructures en fait? Encore une fois, c'est une question d'argent, c'est une question d'allocation de ressources, c'est une question de remettre de l'argent dans l'hôpital, de remettre de l'argent dans les soins, de remettre de l'argent dans la sécurité sociale. Et ça, malheureusement, chacun encore une fois, les gens sont libres de se battre comme ils ont envie de se battre, hein, avec le niveau de radicalité qui leur correspond. Mais c'est notre rôle à tous. La France, c'est notre pays, hein, c'est à nous, hein, c'est nous qui décidons. Hein. Je le rappelle quand même, le gouvernement de notre pays, on est à l'heure où on parle, on a un nouveau Premier ministre depuis 2 jours, ces gens travaillent pour nous. Hein. C'est pas nous qui travaillons pour eux, ces gens travaillent pour nous, c'est nous qui les payons. Et donc c'est nous qui sommes en mesure collectivement de dire stop, et donc de nous engager pour dire stop. Et donc ça veut dire réfléchir à qui on vote, ça veut dire nous impliquer au niveau local parce que ça commence là, ça commence dans nos villes, ça commence dans nos villages, s'organiser pour défendre nos droits. Vous voyez que votre maternité de campagne ou tel hôpital ou quoi est en train de fermer, organisez-vous, créez des associations et battez-vous. Et tant qu'on fait pas ça et tant qu'on montre pas les dents, en fait il va rien se passer. Donc voilà, engagement collectif. C'est très compliqué de donner une solution parce que chaque situation est différente. Mais il y a un moment, il faut sortir dans la rue quand même. Enfin, vraiment, il faut prendre ses responsabilités. Et je le dis d'autant plus pour les gens du bien-être qui parfois, je pense, se cachent un peu derrière. Moi, je fais ma part parce que j'apporte de la douceur aux gens. Moi, je fais ma part parce que je masse les gens et c'est important de se détendre. Oui, c'est génial que vous fassiez ça et plutôt que de travailler chez Total. Vraiment, c'est génial. Mais par contre, ça ne fait pas moins de vous des citoyens et on a besoin de vous dans la rue, on a besoin de vous pour vous engager, on a besoin de vous pour faire changer les choses, comme de tout le monde en fait. Oui, ce que tu rappelles dans ton livre, que on a quand même besoin d'une action collective en fait, que l'action individuelle n'est pas suffisante. Enfin, juste je prends soin des gens individuellement, ça ne suffit pas en fait. Et non seulement on en a besoin, mais je pense que c'est prioritaire. L'action collective est prioritaire. On est dans une société qui nous fait croire que l'action individuelle est prioritaire. Non, ce qui est prioritaire, c'est de s'organiser collectivement. Si on s'était pas organisé collectivement, on n'aurait pas les 35 heures, on n'aurait pas de vacances, on n'aurait pas la poste. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas, quoi. Donc, il faut vraiment, je pense que... Et encore une fois, quand on travaille dans le bien-être, ce qui est intéressant, c'est que souvent on a des relations privilégiées avec nos clients, nos patients, les gens qu'on accompagne, nos élèves, etc. Et donc ça veut dire aussi, plus vous allez avoir conscience de ça, avoir conscience de l'importance de s'organiser collectivement, de l'importance de se politiser, de comprendre comment fonctionne notre société, parce que en fait, de la façon dont fonctionne notre société découle notre bien-être. Donc, vous êtes légitime en tant que professionnel du bien-être à vous questionner sur ça. Plus vous connaîtrez, plus vous comprendrez ces questions, plus vous pourrez aussi en parler avec vos patients, patientes. Si quelqu'un vient vous voir en vous disant « je suis super stressée », c'est totalement différent d'accompagner la personne en lui disant « ok, prenez, je sais pas, de tel complément alimentaire, tel massage, et puis faites du yoga », faites ça, mais comprenez aussi pourquoi vous êtes stressé. Ah, vous êtes une femme dans un système patriarcal. Ah, on vit dans le capitalisme. Ah, il se passe ci, il se passe ça. Ah, voilà. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui, vous pouvez faire du yoga, oui, vous pouvez vous reposer, mais en fait, battez-vous pour vos droits, organisez-vous avec vos proches, allez manifester, et puis lisez, renseignez-vous, éduquez-vous, et ensemble, changeons le système, quoi. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on perd de vue, alors que, tu vois, moi, en études de naturopathie, on passe notre temps de nous dire c'est une profession holistique, et bien sûr que c'est une profession holistique, mais on te dit jamais, mais pourquoi, effectivement, la personne est stressée? Parce qu'elle vit dans un système qui est stressant, en fait. Et c'est toujours... En fait, finalement, on continue d'être dans une réponse aux solutions, alors que les causes, elles sont toujours systémiques. Des problèmes... Enfin, aujourd'hui, je vois pas quelle problématique des personnes qui viennent voir les professionnels du bien-être, je vois pas aucune des problématiques n'est pas sans une origine sociétale, en fait. Oui, et puis même à la marge, quand il s'agit, par exemple, de gens qui vont très mal pour, on va dire, des pathologies psychiatriques. Bon, on pourrait se dire, oui, mais là, ils vont pas mal à cause de la société, ils vont mal parce que malheureusement, il y a un truc chimique dans leur cerveau qui fait que... Très bien. Comment sont pris aujourd'hui en charge les gens qui ont des pathologies psychiatriques? Je vous encourage à écouter, j'avais fait un épisode de mon podcast Encore Heureux avec Mathieu Bellassène, un psychiatre,
qui est très alarmé sur la psychiatrie aujourd'hui, la façon dont la prise en charge psychiatrique, c'est une catastrophe. C'est vraiment, là, on parlait tout à l'heure du soin des hôpitaux, etc. La psychiatrie, la façon dont sont traités les patients et le peu d'argent qui est alloué à ces personnes, la précarité et la maltraitance que ces gens subissent, pas parce que les soignants sont de mauvaises personnes, mais parce que juste le système n'a pas d'argent et c'est ultra mal organisé. Mais en fait, ces gens, on les laisse complètement à la dérive. Et ça a évidemment un impact sur toute la société parce que, en fait, on est un organisme. Donc, quand une partie des gens vont mal, ça nous impacte tous. Enfin, je veux dire, la pauvreté, la précarité, la souffrance, ça nous impacte tous et toutes. Hein. C'est aussi ça qui fait, je sais pas, les catastrophes humaines qu'on vit, les violences dans lesquelles on est, le fait qu'on est une société où on constate pas mal de violences, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui sont maltraités à la base. Donc voilà, je pense que encore une fois, c'est important de se saisir de ces questions, c'est important de bien comprendre ce qui se passe. Tu sais, on dit, c'est une phrase un peu bateau, mais on dit l'information, c'est le pouvoir, mais c'est vrai, hein, enfin, je veux dire, on s'informe, on comprend ce qui se passe, on sera bien plus efficace pour combattre ça, quoi. Ouais, la prise de conscience, comme tu dis, c'est déjà la première étape, quoi. Tu disais que devenir entrepreneur, c'est aussi, c'est loin d'être facile, justement. C'est un métier de solitude. Toi, comment tu l'as vécu et c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées dans cette reconversion? Ouais, la solitude, l'incertitude, le fait de pas savoir si ça va marcher. C'est assez bateau, hein. Ça déjà, Et c'est pas rien. c'est pas rien, ouais, c'est ça. Ouais, je dirais que c'est pas mal ça. Je dirais aussi que la reconversion et a fortiori dans ces métiers d'incertitude, c'est vraiment un privilège. Hein. C'est-à-dire que parfois on a l'impression, et notamment ça, moi je me fais toujours mourir de rire les histoires de reconversion sur les réseaux sociaux. On a l'impression que encore une fois les gens sont comme ça, ils ont réussi à trouver, ils ont un peu galéré, mais bon, ils ont fini par réussir et tout. Mais en fait, quelles sont les réalités des gens, hein. Moi, j'ai pu, pendant ma première année de reconversion, ne quasiment pas payer de loyer. J'avais un peu d'argent de côté. J'ai des parents aussi qui, en gros, je le sais, si ma reconversion se passait mal, ils m'auraient pas laissé à la rue. Enfin voilà. Donc il y a aussi, est-ce qu'on est capable de le faire? Il y a plein de gens qui ne peuvent même pas envisager cette reconversion. Donc c'est aussi important si les personnes qui nous écoutent et qui envisagent des reconversions n'ont pas les moyens de prendre ce risque, qui se culpabilisent pas en se disant oh là là j'ai pas assez cet esprit d'entrepreneur. Non, en fait vous êtes 100% rationnel et vous n'avez pas envie de vous retrouver à la rue dans un système très dur et c'est totalement compréhensible. Et je pense même qu'il faut pas non plus fantasmer la reconversion. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui, en fait, avant de changer de métier, auraient peut-être intérêt à changer d'entreprise. Le salariat, par plein d'aspects, c'est formidable. Par d'autres, pas du tout. Moi, par exemple, j'ai un caractère très indépendant et je pense que je suis plus à l'aise de dealer avec une certaine forme d'incertitude et de précarité, précarité potentielle ou réelle en fonction des situations, qu'avec le fait d'avoir un patron qui me dit quoi dire et des collègues et la machine à café et on se raconte rien et t'as vu telle collègue, elle a dit ci, elle a dit ça. Ça, vraiment, pour moi, il n'y a pas plus aliénant dans la vie, dans ma manière de percevoir le monde et c'est quelque chose qui me va pas. Mais il y a des gens pour qui c'est pas vrai. Et le salariat, c'est très chouette par plein d'aspects. Et si on est dans une entreprise saine, il y a plein d'entreprises qui le sont, heureusement, avec des gens qui sont ultra bien intentionnés et qui essayent de créer des choses chouettes. Ça peut être formidable aussi. Donc attention aussi au fantasme de l'indépendance, quoi. Complètement. Et en l'expérimentant, on comprend tout ça aussi et ça peut permettre aussi de se réconcilier avec quelque chose qu'on a quitté, aussi de revoir tout ça, quoi. Totalement. Ben, je suis d'accord avec toi, ouais. Je pense que c'est en devenant indépendant qu'on se rend compte que quand même, être dans une entreprise salariée, avoir des droits extrêmement protégés, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment un luxe. Et d'ailleurs, encore une fois, enfin, je le dis, protégeons ces statuts-là, battons-nous pour que continue à exister le chômage. Le chômage est vraiment quelque chose d'incroyable auquel on a le droit et c'est normal et qui est en train d'être piétiné ces dernières années. Enfin, les droits au chômage, c'est en train d'être piétiné. Donc nous, non seulement battons-nous pour que le chômage des salariés existe, mais battons-nous pour que le chômage des indépendants devienne une réalité. Voilà, ça, c'est des combats très concrets que les gens peuvent et doivent mener. Oui, totalement. Moi, c'est vraiment, effectivement, en devenant entrepreneur que j'ai réalisé, en fait, tous ces avantages du salariat. Je
qui pour moi était normal en fait avant. Je me posais pas de questions. Comment tu te vois évoluer à l'avenir? Bah, c'est une bonne question. Je pense que j'ai envie de continuer à faire ce que je fais. Moi, j'organise des retraites de yoga où je collabore de plus en plus avec des gens. Par exemple, là, j'ai fait une retraite avec une enseignante en autodéfense féministe. Je travaille aussi beaucoup avec une prof d'impro parce que je pense que l'impro théâtrale, c'est un outil d'émancipation de dingue. Donc, j'ai envie de continuer ce genre de collaboration. J'ai envie de faire grandir ça. J'ai envie enfin, grandir au sens d'en faire de plus en plus, pas forcément en nombre, mais avec plein de gens différents. Je sais pas, voilà, que ce soit de plus en plus pertinent. Je pense que j'ai envie de continuer à écrire des bouquins. Et puis, et j'ai aussi, j'aime bien le format podcast, surtout que le podcast que je fais, c'est en public, donc c'est vraiment, c'est à Paris. Moi, j'habite en zone rurale, mais du coup, quand j'y vais, c'est un peu mon moment à Paris, donc c'est aussi, c'est une chouette expérience. Euh, je pense que au bout d'un moment, j'arriverai en quelque sorte à la limite de la notion de santé mentale, parce que là, moi, vraiment, mon objectif, c'est de politiser toutes les questions qui ne sont pas politisées d'habitude. Donc, on va reparler d'alimentation avec un angle politique. On va parler de travail. Il y a un épisode qui s'appelle Peut-on travailler et être heureux? Bah oui, parce qu'en fait, le travail, c'est l'une des choses qui a le plus d'impact sur notre santé mentale. Mais encore une fois, le travail, il faut le prendre dans un contexte social, politique, global. Au bout d'un moment, je pense que j'aurais épuisé les sujets et changé de sujet, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, tu disais que tu es partie vivre en zone rurale, tu vivais à Paris avant? Bah oui, j'ai fait mes études à Paris, j'ai beaucoup travaillé à Paris, mais j'ai aussi beaucoup travaillé à l'étranger. J'ai habité au Canada un petit peu. Et puis par contre, moi, j'ai plutôt grandi en zone rurale, mais pas du tout la même que là où je suis maintenant. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi de partir vivre en zone rurale, justement, même d'un point de vue de tes engagements politiques ou ta vision de la société? Ben, je pense que en retournant vivre en zone rurale, j'ai renoué avec un luxe incroyable qui est, bah, par exemple, tu vois, le silence absolu. Là où je te parle, je suis dans mon bureau, j'ai la fenêtre ouverte, on n'entend rien, quoi. Bon, parfois, on entend des tracteurs passer et des chiens aboyer, mais je veux dire, globalement, rien à voir avec la ville, quoi. J'ai découvert aussi le fait que en ville, on est très. C'est un truc que je raconte dans la conclusion de mon livre parce que c'est important pour moi. En ville, notamment quand on est une femme, on est très bridé dans nos corps. Il faut faire attention à comment on s'habille, il faut faire attention à nos mouvements. Puis il y a du monde, on croise des gens, on est serré dans le métro quand on habite dans des grandes villes comme Paris. Et moi, je pense que j'ai vraiment un truc sur la liberté du corps. Enfin, tu vois, il n'y a rien que j'aime plus que genre mettre mes écouteurs et aller danser juste à côté de chez moi, dans la forêt ou vraiment dans le parc à côté de chez moi ou dans ma rue. Enfin, je trouve que les zones rurales nous permettent une liberté des corps, en un sens, une liberté de mouvement, une liberté d'exploration, un, voilà, qui, moi, me correspond, encore une fois, peut-être ne correspond pas à tout le monde, mais que moi, je trouve vraiment formidable. Et à nouveau, en fait, il y a plein de gens qui peuvent pas accéder à ça. Enfin, quand on voit, par exemple, comment dans les zones urbaines, tous les territoires un peu terrain vague sont utilisés pour construire des immeubles et pas des grands parcs avec plein d'arbres, c'est une catastrophe. Enfin, voilà, encore une fois, c'est un combat réel hein, de se demander pourquoi moi j'ai accès à ça et pourquoi toute personne en France qui voudrait faire ça ne pourrait pas. Ouais, complètement. Et tu sais, dans le bien-être, on dit justement souvent, oh, reconnectez-vous à la nature, marchez dans la nature, c'est hyper apaisant et tout. Et quand tu dis ça aux personnes qui habitent en ville, enfin, moi qui vis à Paris, enfin, je me sens tellement déconnectée de ça, effectivement, alors que c'est un des premiers soins, finalement, la nature. Ah oui, ça peut être très culpabilisant. Je sais pas, par exemple, pour mes parents, on habite dans une grande ville, je sais pas, on habite dans une ville à côté de Paris, où en fait on est totalement, enfin, il y a un intérêt total pour nos zones et je pense, je sais pas, par exemple, je pense à Fatima Wassak, qui est une militante, notamment écolo, et qui s'intéresse aux questions d'écologie populaire et en fait, à quel point dans les quartiers populaires, on est totalement délaissé et personne n'en a rien à faire de nous planter des arbres et de nous laisser avoir des potagers. Et c'est son combat. Et ça peut être très culpabilisant quand on est parent d'enfants et qu'on vous dit oui, c'est hyper important l'accès à la nature pour vos enfants. Bah oui, d'accord, mais est-ce que la société dans laquelle je vis, ça me donne les moyens réels de pouvoir faire en sorte que mes enfants accèdent à des arbres, à des parcs, à la nature, à des balades et tout. Voilà. Ouais, oui, il n'y a pas toujours des arbres, même dans les écoles. Enfin, moi, l'école de mon fils, c'est totalement bétonné, tu vois. Enfin, il y a deux arbres qui sont encerclés de béton. Et c'est ça, ils grandissent là-dedans. Oui, et puis après, par contre, je pense qu'il faut pas culpabiliser en se disant une vie. Moi, je trouve ça formidable d'accéder
des forêts, à de la nature, à comment ça fonctionne, je sais pas, comment on fait pousser des plantes et des carottes, quoi. Après, votre vie est pas gâchée si vous n'avez pas ça, quoi. Enfin, faut aussi, je pense, se déculpabiliser sur ça. Une vie urbaine peut être une vie très heureuse et très épanouissante, et voilà. Qui apporte autre chose, bien sûr. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer justement aux professionnels du bien-être ou du care, si on élargit? Ouais, en fait, en ce moment, mon motto, c'est vraiment de dire concentrez-vous un peu moins sur vous, un peu plus sur les autres, mais au sens communauté, quoi. Enfin, regardez ce qui se passe autour de vous, rappelez-vous que vous êtes membre d'un organisme et qu'en fait, si vous allez bien, mais que le monde entier brûle autour de vous, bah, vous n'allez pas vraiment bien, en fait. Donc voilà. Et encore une fois, je le dis parce que moi, dans les choses qui m'ont rendue le plus heureuse et qui font baisser mon anxiété au quotidien, il y a vraiment le fait de s'engager, quoi. S'engager dans des projets, dans des combats, se mettre en mouvement pour quelque chose de plus grand que soi. Bah, c'est pas pour rien que quand on parle de plus grand que soi, enfin je sais pas, à une certaine époque, les gens étaient très branchés religion et tout, c'est qu'il y avait un côté plus grand que soi. Bon, je dis pas qu'il faut pas être religieux, je dis juste que d'une manière générale, le plus grand que soi, ça fait du bien. Se décentrer un peu de sa réalité, ça fait du bien. Donc tout ce qui après des années, je pense, avec des injonctions au bien-être à se centrer sur soi, je pense c'est important de le faire, mais ça ne peut être qu'une étape. Et après, vraiment se décentrer et regarder autour de soi, ça me paraît important. Et le podcast s'appelle Un autre chemin est possible. Selon toi, lequel? En fait, la réponse que je viens de te faire, pour moi, c'est vraiment l'autre chemin, quoi. C'est moins de soi, plus de collectif. Moins d'individus, plus de collectif. Et je pense que parfois, ça peut paraître un peu flou, le collectif, mais le collectif, ça veut dire aussi... par exemple, là, il y a quelques jours, j'ai participé à un bal trad, c'est un bal traditionnel qui était organisé par un événement où j'étais. Donc avec des musiciens, tu vois, qui jouent des morceaux avec des pas de danse, de danse européenne plus ou moins ancienne, quoi. Je sais pas, la mazurka, par exemple. Et c'est des danses collectives, tu vois. Donc il y a des danses où t'es tout le monde en cercle, il y a des danses où t'es plutôt par couple, puis t'échanges de couple, hein, voilà. Bah ça, c'était marrant parce que je me suis dit, moi qui ai toujours fait la fête, tu vois, je vais à des soirées techno, je suis toute seule à danser avec moi-même. Bah, j'avais jamais vraiment été à des endroits où on danse de façon collective. Et franchement, l'effet sur les gens, à quel point, bon, déjà, tu as toutes les générations et c'est chouette, mais tu te marres avec les gens, c'est un super moyen de rencontrer les gens. À la fin, tout le monde a le smile et tout. C'est pas la même ambiance quand tu sors de ça que quand tu sors d'une soirée techno. Et je me suis vraiment dit, c'est un bon exemple de qu'est-ce qui se passe quand on met un tout petit peu plus d'accent sur le collectif. Oui, carrément. Est-ce que tu as une dernière actu à nous partager, Camille, pour cette rentrée? La saison 2 d'Encore Heureux qui commence bientôt. Vous pouvez bientôt écouter. Merci pour tout ton partage, Camille. C'était un grand plaisir de t'avoir. Merci. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Moi, j'ai adoré le partage de Camille. Je retiens tellement de choses. Par exemple, l'importance de prendre conscience que notre pratique, en tant qu'accompagnant, accompagnante, elle s'intègre dans un système, elle n'en est pas dissociée. Et ce que je trouve génial, c'est cette idée que de la façon dont fonctionne notre société découle notre bien-être. Donc en fait, nous, en tant que professionnels du bien-être, on a complètement légitimité à nous questionner sur les phénomènes de société, et ça fait même finalement partie de notre métier. Et j'aime aussi beaucoup ce qu'a rappelé Camille, le fait de dire oui, c'est pas parce qu'on travaille dans le bien-être et qu'on a déjà une action bénéfique auprès des individus que on ne doit pas avoir une action au niveau sociétal et une action davantage plus collective. Et ça, c'était vraiment, je pense, le message fort de Camille, le collectif en priorité, quoi. J'ai aimé aussi l'idée qu'on ne peut pas dissocier les combats et que en fait, si notre combat par exemple c'est l'alimentation, au final les problématiques d'oppression, d'inégalité, elles sont aussi importantes et qu'on fait partie d'un seul système et comme disait Camille, si une partie du système va mal, tout le système va mal, quoi. Et c'était très déculpabilisant le fait qu'elle explique que on a souvent cette pression à vivre d'une seule activité, surtout quand on se reconvertit, il faut qu'on réussisse tout de suite à vivre 100% de notre activité et que finalement c'est quand même carrément une opportunité, le fait d'être slasher comme elle dit, ou en tout cas d'avoir plusieurs activités, finalement c'est vraiment une richesse et une chance, on peut le voir comme ça. Je vous encourage vraiment à lire le livre de Camille et puis je vous remets le lien dans les notes de l'épisode 22 que j'avais fait sur le bien-être pour un bien-être plus politique. Et si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le partager autour de vous sur les réseaux sociaux et le noter sur Apple Podcast ou Spotify.
me laisser un petit commentaire aussi, ça me fera très plaisir et c'est vraiment ça qui aide le podcast à se faire connaître. Vous pouvez aussi échanger avec moi sur Instagram @marion.alvesdeoliveira. Je serai ravie de discuter avec vous. Et puis, vous avez mon site internet marionalvesdeoliveira.com pour découvrir mes accompagnements et vous pouvez réserver un appel découverte ou une séance découverte. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.